Donc voilà, je voudrais moi aussi remercier les organisateurs du colloque et les comités scientifiques de m'avoir invité et de me donner l'occasion de vous présenter ce travail sur les archives du dictionnaire historique des Grecs modernes. Donc vous voyez qu'on passe du matériel, des objets, des statues, de la tapisserie à l'immatériel, donc, mais c'est bien identifiable, ce sont les mots d'une langue, la langue c'est le grec moderne. Bon, depuis quelques années, je travaille sur l'histoire des dictionnaires. J'avoue que je n'ai pas beaucoup travaillé sur le XXe siècle. J'ai fait des va-et-vient à travers les siècles. En fait, j'étais tombé à plusieurs reprises sur les débuts du dictionnaire historique de grec moderne. Donc j'avais dans l'arrière-partie de ma tête un projet sur tout l'historique de ces dictionnaires. Donc un siècle plus qu'un siècle pour un dictionnaire qui compte, si je ne me trompe pas, 6 volumes, le dernier apparu en 2016. Donc on est à la lettre delta de l'alphabet grec, un 6e. Donc c'est assez intéressant et j'ai vu l'appel à communication et je me suis dit voilà, ça c'est un bon signe, il faut peut-être que je reprenne mes notes pour commencer ce travail. Donc l'édition du dictionnaire historique du grec moderne de l'Académie d'Athènes est un projet dont l'origine remonte au début du XXe siècle. Le décret royal qui entérine le début des travaux ah oui, oui, tout à fait. Je crois qu'on est là. J'espère que je vais bien manipuler ça parce que je ne connais pas très bien cet environnement de travail, mais je vais y arriver. Oui, ça y est, c'est bon. Et je crois que c'est comme ça que je vais avancer. Donc voilà. Je disais que le décret royal qui entérine le début des travaux en 1908 marque la volonté commune des institutions et d'une partie des élites intellectuelles pour l'amorce d'une politique linguistique. Dans cette communication, j'ai l'intention d'exposer de façon succincte comment se forme le champ patrimonial du grec moderne en examinant le sort que l'on a réservé aux collections et aux archives du XIXe siècle dans le cadre du projet de rédaction du dictionnaire historique du grec moderne de l'Académie d'Athènes. Lorsque je parle de champ patrimonial, j'entends un ensemble d'objets identifiables, visibles ou immatériels, investis de significations qui se donnent à un moment précis une société. En paraphrasant Christophe Pommian, je dirais que la constitution du patrimoine culturel implique d'abord une transformation de certains objets invisibles ou occultés en objets ostensibles et investis de significations, et ensuite une transformation et un changement des finalités et des significations de certains sémiophores. Peut-être une interprétation assez libre des Pommian. Mais je pense que je reste dans cet esprit. Pour ce qui nous concerne, une partie de la famille du grec moderne, quand je parle de famille du grec moderne, c'est un ensemble de variétés, hein, langue commune, dialectes et ainsi de suite. Donc, une partie de la famille du grec moderne, à savoir ces vernaculaires, occultés ou invisibles pendant longtemps, attirent l'attention et sont progressivement érigés en patrimoine linguistique et national. Les vernaculaires deviennent ainsi un des éléments sanctionnés pour appartenir au domaine imaginé, mais largement accepté et légitimé, de la culture grecque moderne. Ce processus a lieu en 2 temps. Tout d'abord, dans la seconde moitié du XIXe siècle, grâce au travail des lettrés, des revues littéraires et des sociétés savantes qui mettent à la lumière du jour ce qu'ils considèrent être les monuments de la langue. Le lexique des vernaculaires, ou plutôt une partie de celui-ci, est perçu comme un vestige du passé, témoignant de l'origine hautement antique des parlers et de leurs locuteurs. Le recensement lexical fournit la matière première qui sert à dresser des inventaires et à donner naissance aux lexiques dialectaux de la seconde moitié du XIXe. Une nouvelle étape s'ouvre au début du XXe siècle avec la création d'institutions chargées d'assurer la conservation et la protection
de ces patrimoines. La commission du ministère de l'Instruction publique, chargée à partir de 1909 d'élaborer les projets pour le grand dictionnaire de la langue grecque, officialise la rencontre entre les instances de l'État et certains milliers qui s'activent au sein de l'université dans des sociétés savantes ou des revues littéraires. Ces projets lexicographiques qui démarrent dans les années 1910 constituent un événement fondateur pour l'institution du grec moderne. La publication du premier tome du dictionnaire historique du grec moderne de l'Académie en 1933, l'édition en 1938 d'une œuvre de synthèse portant sur l'histoire de la langue moderne, puis la parution de la grammaire du grec moderne sous les auspices du régime de Métaxas en 1941 constituent 3 des 4 actes qui marquent ces processus. Dans le cadre de ma communication, je compte dans un premier temps vous présenter la façon dont se sont constitués les recueils, les collections et les archives dans la seconde moitié du XIXe siècle, ainsi que les acteurs et les cadres socio-historiques au sein duquel ont émergé les divers documents. Dans un deuxième temps, j'aborderai la mise en place du projet lexicographique de l'Académie dans les années 1910 et les étapes de la constitution de l'archive. Enfin, je compte exposer les raisons pour lesquelles la décision de refonte du premier fonds d'archives implique un positionnement bien précis vis-à-vis de la langue moderne, de son histoire, de son outillage et de son institution. Comme nous pouvons voir sur les 2 tableaux de notre diapositive, à partir des années 1850, on assiste à un accroissement spectaculaire de publications qui marquent l'émergence de l'intérêt dialectologique tant dans les royaumes grecs que dans l'Empire ottoman. En 1855, le ministère de l'Instruction publique adresse une circulaire aux enseignants en leur demandant de recueillir le trésor de la langue dans les diverses contrées du pays. Si le ministère semble bien être l'initiateur de cette entreprise, le relais est aussitôt pris par les savants éminents, par les milieux associatifs et les revues qui agissent en quelque sorte comme organes exécutifs du pouvoir politique. Ainsi, pendant toute cette période, des savants de renom lancent un appel à tous les Grecs pour recueillir le lexique populaire en laissant aux érudits la partie la plus pointue de la recherche. Les grandes revues littéraires deviennent le relais pour les études de lexicographie dialectale. L'explosion des recueils lexicaux est en grande partie encouragée grâce à l'instauration d'un concours annuel portant sur les monuments vivants de la langue grecque, qui est organisé par l'Association littéraire grecque de Constantinople en 1873. 10 ans après l'ouverture du concours, plus de 50 recueils sont présentés et leur nombre augmente encore les années suivantes. Les études publiées portent sur des zones de dimensions très variables sur le plan géographique. Les terrains que l'on prétend étudier couvrent des aires qui peuvent concerner un simple village, un territoire relativement limité où l'on trouve quelques bourgs ou villages, ou bien des régions couvrant des dizaines de villages ou de villes. Les publications portant sur les contrées du royaume sont très peu nombreuses en comparaison de celles qui sont consacrées aux régions de l'Empire à population grécophone, bien que les régions les plus compactes de la grécophonie se trouvent à l'intérieur du pays. La plupart de ces études sont des répertoires de mots recueillis sur les terrains et sont considérés par les lettrés comme le conservatoire des vestiges du grec ancien. Les mots publiés sont suivis d'une définition avec la citation fréquente des synonymes, du mot antique qui est à l'origine, de l'étymologie et parfois de la traduction en français. Cependant, l'examen des faits linguistiques spécifiques reste plutôt exceptionnel. En somme, il s'agit avant tout des travaux de recensement lexical, accompagnés parfois de longues introductions et d'informations ethnographiques. Ce matériau est considéré comme le témoin d'un passé antique perpétué sans interruption au cours des siècles. Il s'agit en effet d'une partie du vocabulaire dialectal
sortie de son contexte et étudiée comme une matière qui porte les empreintes de l'Antiquité hellénique. On assiste ici à un phénomène où les signes linguistiques, qui sont des éléments constitutifs du discours, assurant le contact, la communication et l'interaction, sont tirés de leur contexte pour leur faire assumer une autre fonction, à la fois symbolique et mémorielle. Ces éléments fragmentaires et décontextualisés sont en effet érigés au rang des trésors et des monuments de la langue grecque. Ils sont à la fois témoins du passé et porteurs de mémoire, et de ces faits, ils sont traités comme des objets qui doivent être triés, classés, inventoriés et conservés dans un but qui est avant tout mémoriel et accessoirement utilitaire. Le travail de terrain, c'est-à-dire le recueil et le recensement des mots, s'effectue grâce au concours de tous les lettrés. Ceux qui s'attellent au recueil lexical sont très rarement des spécialistes formés à ces genres de travail. Je parlerai plutôt d'une mosaïque de lettrés impliqués dans ce qui semble être une entreprise lexicographique d'envergure nationale. En effet, l'intérêt pour la lexicographie dialectale prend une ampleur considérable et devient une affaire non pas de spécialistes, mais de personnes lettrées de tous bords. Le développement de la lexicographie dialectale répond en réalité aux besoins d'une refonte de l'identité et de l'histoire des couches populaires rurales dans une conjoncture historique particulière. En effet, à la sortie de la guerre de Crimée en 1855-56, c'est-à-dire au moment où les nationalismes slaves reçoivent l'appui politique russe, la refondation d'une identité hellénique pour les couches populaires devient à la fois une urgence et une responsabilité collective de l'ensemble des personnes instruites. C'est dans ce cadre que se dégage nettement l'enjeu politique de l'étude des dialectes et qu'au même moment, la langue devient un argument stratégique dans les processus d'unification de l'espace national et de légitimation des objectifs politiques du nationalisme grec. L'élan qui se développe prend plus la forme d'un devoir patriotique que d'un engagement académique ou scientifique. Pendant ces années, se manifeste donc le besoin d'apporter les preuves de la continuité des vernaculaires qui avaient été méprisées jusqu'alors. Cette continuité est certes incontestable, mais au fil de ces années, elle sera bâtie sur un terrain qui est avant tout destiné à satisfaire les aspirations du projet national grec. Les lexiques, les répertoires ou les glossaires qui voient le jour sont fondés tantôt sur un travail de terrain personnel, tantôt sur une collaboration avec d'autres personnes qui servent d'informateurs. Dans les derniers tiers du XIXe siècle, plusieurs lettrés attestent de tenir des pièces de toutes sortes liées à ce travail. Il s'agit de catalogues, de répertoires, des fiches, des corpus, des correspondances, des cahiers de notes et d'autres manuscrits qui sont les fruits de leur travail ou les matériaux transmis par des informateurs. Les savants les plus éminents conservent l'ensemble de leurs documents dans des archives personnelles. Mais hormis ce qui relève de l'initiative privée, les revues et les sociétés littéraires détiennent également une partie non négligeable de ce travail. Il s'agit tout d'abord de divers manuscrits reçus dans le cadre d'un concours ou en vue d'être publiés, mais aussi de l'ensemble des articles de lexicographie dialectale qui voient le jour dans leur tribune. Nous avons donc, au début du XXe siècle, un matériau non négligeable du point de vue quantitatif portant sur les dialectes et notamment sur les lexiques de ces derniers. Toutefois, ces matériaux semblent assez hétérogènes. Les monographies, les articles, les fascicules, les inventaires, les fiches, la correspondance, les brochures, tout cela constitue un ensemble d'éléments non uniformes, très dispersés dans l'espace et détenus par des collectivités, par des revues ou par des individus. Lorsqu'on se penche sur la morphologie et sur le contenu des travaux publiés, nous pouvons tirer quelques conclusions à propos des documents qui leur ont servi de source. Ce que nous pouvons constater, entre autres, c'est les statuts de ces fonds de documents. Une partie d'entre eux garde le caractère de collection ou d'archives privées conservées par des particuliers.
La taille de ces fonds est très variable. Elle va de quelques dizaines de pages manuscrites à quelques dizaines de milliers de fiches. D'autres fonds sont constitués grâce à l'initiative des sociétés savantes ou des revues et ils sont conservés dans leurs locaux. Il devient donc évident que les statuts du fonds affectent souvent son accessibilité. Une autre question concerne leur répartition dans l'espace. L'origine des auteurs et des études, aussi bien que leur lieu de publication, montre que les collections sont dispersées entre les grandes villes grecques et ottomanes. La topographie des études révèle également une forte fragmentation géographique des recherches, ce qui se traduit par une répartition inégale entre les différentes régions. En 1908, le décret royal qui entérine le début des travaux marque la volonté commune d'amorcer une politique linguistique du côté des institutions et d'une partie des intellectuels. Cet acte législatif instaure une instance. Pardon, excusez-moi. Cet acte législatif instaure une instance décisionnelle chargée de la direction du projet. Initialement rattachée au ministère de l'Instruction publique, elle devient en 1927 le service du dictionnaire historique de grec moderne de l'Académie d'Athènes, qui est fondée une année auparavant. Sa publication devient un enjeu d'envergure nationale. Ainsi, le premier volume devra voir le jour le 25 mars 1921, à l'occasion de la célébration du centenaire de la guerre de l'indépendance. Ça, c'est prévu initialement. Finalement, on voit que le premier volume verra le jour en 1933. On va comprendre pourquoi. Dans le préambule de ce décret, le législateur précise que, je cite, « Nous érigerons un monument qui dépeindra l'immortalité de la race grecque et la continuité ininterrompue de la nation, et nous estimons que le meilleur monument, celui qui brillera au loin, sera le dictionnaire historique de la langue grecque tout entière. » Ainsi, ce projet mené par l'État, est-il explicitement présenté comme le monument par excellence destiné à célébrer le centenaire de la guerre d'indépendance. D'après les aspirations des instigateurs du projet, le décret prévoit l'édition du dictionnaire de la langue grecque depuis son apparition jusqu'à nos jours. Il s'agit de répondre à l'exigence d'examiner la langue dans son unité et sa totalité, sans poser des limites dans le temps ou dans l'espace, d'après les propos de l'un des instigateurs de ce projet. Le caractère de ce dictionnaire est donc clairement historique et son objectif serait, entre autres, de composer l'histoire de la langue grecque dans sa totalité. Pour les législateurs, mais surtout pour les instigateurs du projet, il ne peut s'agir que de la langue grecque dans son entité. Le mythe de l'unité et de l'indivisibilité du grec et de sa grammaire, forgé au XIXe siècle, empêche en fait de se focaliser uniquement sur les Grecs modernes. Or, en réalité, tout au long du XIXe siècle, ces postulats défendent de considérer les Grecs modernes comme une langue à part entière et rend ainsi illégitime toute tentative de forger ses propres outils linguistiques. Toutefois, la commission qui s'est réunie en 1909 pour commencer les travaux définit comme première étape le recueil du lexique du grec dialectal en vue de publier, dans un premier temps, un dictionnaire abrégé de la langue parlée. Cette décision est motivée par le manque de moyens matériels, ce qui empêche en réalité un travail plus ambitieux portant sur les origines du grec ancien. Les volets du projet concernant la lexicographie du grec ancien est donc mis provisoirement de côté. Par ailleurs, on reconnaît l'urgence de sauvegarder les parlers locaux et les dialectes qui, d'après les avis convergents, étaient en voie d'affaiblissement, voire de disparition. La Commission inscrit donc comme priorité la conservation et la protection de ce qui est considéré comme un patrimoine à la fois linguistique et national. C'est au début de 1911 que sont constituées les premières archives destinées à l'élaboration des articles du dictionnaire. Athanasios Boutouras, qui dirige l'équipe, la première équipe, décide d'y inclure tout ce qui a été accompli jusqu'à cette date.
Donc, ces derniers, donc le Athanasios Boutouras, semblent avoir une vision assez nette de ce qui a été déjà réalisé et estiment que depuis le milieu du XIXe siècle, on a suffisamment recueilli des matériaux. Ainsi, prend-il soin d'inclure dans les fonds de l'archive une importante partie des manuscrits de l'Association littéraire de Constantinople, des documents de l'Association linguistique d'Athènes, les archives privées de Defner, des premiers à avoir étudié les dialectes, et un certain nombre de recueils privés. Il prend également contact avec les particuliers qui détiennent des documents, ainsi qu'avec des spécialistes vivant dans des provinces grecques qui lui transmettent des collections et des travaux qui lui manquent. En même temps, il lance un appel à dons en direction de tous les autres lettrés qui posséderaient des collections ou des données pouvant aider à cette entreprise lexicographique. Le chef de la première équipe du dictionnaire déclare qu'il pourrait rassembler prochainement tous les matériaux produits jusqu'alors. Le premier fonds d'archives est donc composé de données qui remontent en grande partie à la seconde moitié du XIXe siècle. Par ailleurs, comme la langue cible est le grec moderne, les archives n'incluraient pas, d'après lui, des corpus ou des documents antérieurs à 1800. Après l'intégration des différentes collections et archives privées, les fonds comptent approximativement 600 000 fiches. Bientôt viendront le compléter 300 000 fiches supplémentaires tirées des documents de cette période, ainsi que des matériaux lexicaux rassemblés par les premières missions des spécialistes sur le terrain. Jusqu'à la fin de 1913, ce qu'ils appellent la première phase du dictionnaire, ces projets constituent essentiellement un effort pour coordonner les pratiques de la lexicographie dialectale telles qu'elles émergent dans la seconde moitié du XIXe et pour les mettre sous la tutelle d'une institution d'État fondée dans ces buts. Les travaux de linguistes autodidactes et des collectionneurs amateurs, les concours et les initiatives des sociétés savantes passent en effet sous le contrôle d'une instance officielle qui est dirigée par un comité de spécialistes. On passe donc de l'initiative privée, individuelle ou collective, à l'initiative publique et institutionnelle. La direction et la coordination, assurées par une autorité à la fois politique et scientifique, sont désormais centralisées. La mise en place d'un appareil institutionnel et l'inauguration des archives du dictionnaire amorcent donc un processus de centralisation et de contrôle du savoir linguistique. De 1914 à 1917, nous assistons donc à une nouvelle étape dans l'élaboration du projet lexicographique. Les deux événements qui marquent cette période sont d'une part la promulgation de la loi sur les dictionnaires de la langue grecque en 1914 et d'autre part la remise à la commission de direction des 3 rapports concernant l'organisation du travail. La loi de 1914 attribue des financements plus conséquents à ces projets, ce qui permet de procéder à la titularisation de plusieurs collaborateurs, d'organiser des missions sur le terrain et d'embaucher de nouveaux spécialistes, dont Manolis Triadafilidis. Ce dernier signera en 1917 les 3 rapports remis à la direction du dictionnaire, et donc 2 de ces rapports sont les fruits de son travail personnel. Le 3e, que j'appellerai le rapport général, est la synthèse des points de vue de l'équipe des rédacteurs. Ces 3 rapports suggèrent une révision globale du projet initial et constituent à la fois des textes programmatiques quant à ses objectifs, l'orientation du travail, ainsi que la nature et le contenu des archives. Le rapport général admet qu'il est possible de procéder à la publication du premier tome en 1921, même si la rédaction de tous les articles du dictionnaire n'est pas terminée. Toutefois, l'équipe des rédacteurs ne juge pas souhaitable de procéder de cette manière, car finalement, on aboutirait à une œuvre incomplète, médiocre et lacunaire. Ce qui pose le marchandage. Ce qui pose problème pour la publication d'un dictionnaire historique digne de ce nom, c'est l'organisation et la méthodologie du travail, ainsi que le contenu des archives déjà constituées. Les divers fonds qui constituent les archives actuelles se composent en effet des répertoires de mots sans véritable description linguistique, sémantique, phonologique ou autre. Plus précisément, les rapports parlent d'exemples insuffisants, des données sémantiques et grammaticales vagues, manquantes, imprécises ou même erronées.
Dans leur ensemble, les informations fournies sont lacunaires et parfois contradictoires. Par ailleurs, le matériau linguistique est réparti de façon déséquilibrée entre les différents parlers. D'après les rapports, les personnes qui ont rassemblé ces données n'avaient ni la formation linguistique, ni les connaissances lexicographiques. De plus, elles n'avaient pas toujours l'intention de fournir des informations pour qu'elles soient exploitées dans un travail lexicographique. En se fondant sur l'ensemble des rapports, je dirais que Triandafyllidis est pleinement conscient que le premier objectif de ces études était d'établir des certificats d'une origine hellénique hautement antique pour les vernaculaires. L'enjeu était avant tout politique, idéologique, mémoriel et à un moindre degré linguistique. Par ailleurs, cet éminent linguiste et historien de la langue grecque se rend très bien compte que les documents d'archives constituent, entre autres, les supports matériels de l'identité de la langue. Le rapport général recommande alors l'arrêt du rapatriement des divers documents qui sont éparpillés dans l'espace et conclut qu'il est complètement impossible d'utiliser un matériau recueilli dans des conditions semblables. Par conséquent, une partie non négligeable de ces matériaux ne devrait jamais accéder au statut du document d'archive du dictionnaire historique du grec moderne. Le texte conseille également de reporter l'édition du dictionnaire afin de pouvoir se concentrer prioritairement sur le grec dialectal, ainsi que sur l'amélioration qualitative et l'enrichissement du fonds d'archives. Celui-ci devrait alors fermer ses portes aux anciennes collections et le travail devrait se focaliser sur la recherche des terrains accomplie par des spécialistes. Le projet pour l'édition du dictionnaire, tel qu'il est redéfini en 1917, marginalise donc la majorité du fonds qui a constitué les toutes premières archives. En revanche, les rapports préconisent d'établir un fonds d'archives supplémentaires de petite taille constitué par le dépouillement du corpus byzantin, des corpus byzantins et post-byzantins. Ces fonds seraient auxiliaires et ne viseraient pas à une étude en soi de la langue byzantine. L'objectif, selon les rapports, n'est pas de rassembler tous les matériaux pour compiler un futur dictionnaire byzantin, mais d'inclure uniquement les éléments nécessaires pour jeter la lumière sur la naissance des mots du grec moderne. En somme, il s'agirait d'un fonds de documents qui serait à la fois les preuves et les fondements de l'histoire du grec moderne. Un paragraphe encore, hein, si vous n'êtes pas très fatigué. Lorsque l'auteur du rapport recommande d'un côté d'écarter les fonds d'archives actuelles, tandis que de l'autre, il prône la constitution d'une archive byzantine, il prescrit en effet les origines historiques de la langue moderne. Il avance en réalité une lecture bien précise de l'histoire du grec moderne qui s'oppose aux postulats qui ont émergé tout au long du XIXe siècle. Comme je l'ai suggéré auparavant, les matériaux rassemblés jusqu'alors est régi par les principes du lien direct entre la langue moderne et les grecs anciens. D'autre part, il passe sous silence la période intermédiaire et occulte les influences linguistiques des langues avoisinantes. Triandafyllidis, en revanche, situe les origines de la langue moderne à l'époque byzantine et aux siècles qui ont suivi cette période-là. Sans remettre en question la continuité historique, il appelle à étudier le grec moderne comme une langue à part entière et non comme une annexe du grec ancien. Il circonscrit donc le grec moderne, il pose des limites chronologiques pour les vernaculaires et il fait ancrer solidement la langue commune dans le XIXe siècle. Dans ce processus d'institution du grec moderne, la langue n'a plus un rapport d'exclusivité avec le grec ancien et ses sources textuelles. Les ressources du grec dialectal, examinées dans leur rapport historique avec la langue byzantine, se placent au centre de ses préoccupations. La mise à l'écart du premier fonds ne renvoie donc pas seulement à des questions de méthodologie de travail ou de pertinence du contenu. La refonte de l'archive, selon les préconisations du rapport, implique un positionnement précis vis-à-vis de la langue moderne, de son histoire et donc de son institution. Bon, je laisse le reste peut-être pour... je ne sais pas, j'ai plus le temps, je ne sais pas. Donc, voilà. Cette institution survient au terme d'un long processus qui s'amorce au milieu du XIXe siècle. L'État délègue une partie de son autorité en matière politique linguistique aux revues littéraires, aux sociétés savantes qui siègent aussi bien dans les pays qu'à l'étranger, ou à des acteurs qui se trouvent à mi-chemin entre le pouvoir politique et la société civile qui est en train d'émerger. Des livres scolaires, des glossaires
des dictionnaires et des grammaires voient le jour au sein des grandes associations et les œuvres de référence qui émergent sont rarement sanctionnées par une instance officielle de l'État. Cette répartition des responsabilités désigne en effet un consensus qui existe entre la communauté des lettrés et le monde qui encadre les postes politiques. Ces derniers admet tacitement qu'il ne devrait pas intervenir dans un domaine qui n'entre pas dans ses prérogatives. À l'aube du XXe siècle, la mise en place d'un grand dictionnaire monolingue devient une affaire des spécialistes et du pouvoir politique, tandis que le rôle des lettrés de tous bords diminue considérablement. L'État grec crée un ensemble de dispositifs autour desquels se rattachent les élites lettrées. Ainsi, ils s'approprient leur travail et les érigent en partenaires officiels dotés d'un statut particulier en vue de prendre le contrôle de la politique linguistique et de la fabrication de la mémoire historique. Pour le pouvoir politique, l'enjeu n'est pas uniquement la production, la diffusion, le contrôle et la consécration des savoirs, mais également l'institutionnalisation de la mémoire liée à ces derniers. Ceux qui encadrent les instances officielles du pouvoir politique font ainsi le tri entre les divers récits ou variantes du discours mémoriel sur la langue, en opérant une sélection et en le revêtant d'un habit institutionnel. Toutefois, il ne doit pas nous échapper que ces choix ne sont ni définitifs ni irrévocables. Les discours mémoriels et l'idéologie linguistique dominante se cristallisent progressivement, mais ce processus n'est pas linéaire dans le cas du grec moderne. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je ne vous ai pas fatigué.